RIG 90.7. Partout en Gironde, RIG 90.7. J-I-H-G-H-F-E-D-C-B-A. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez RIG sur le 90.7. C'est l'heure de votre dernier rendez-vous avec Edka Etera, votre dernier rendez-vous de l'année. Pour clôturer cette saison, je reçois aujourd'hui Christophe Gamero, enseignant en histoire au lycée viticole de Libourne-Montagne, journaliste sportif également, conférencier et auteur de « On est entré dans l'euro », un ouvrage auto-édité sur les dessous de l'euro 2016. Christophe, bonjour. Bien, bonjour Mélina, merci de m'accueillir dans vos studios ici. Mais de rien, le plaisir est pour moi, en l'occurrence. Donc on va faire une présentation de votre travail, de votre ouvrage, etc. dans une première partie d'émission. Donc on va rentrer dans le vif du sujet avec votre ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre démarche dans l'édition de ce livret, même si on peut l'appeler livre également, qui présente l'euro sous un angle original? On vous écoute. Ce sont les dessous de l'euro, tout simplement. Il y a un an, jour pour jour, c'était la fête du football, du ballon rond à Bordeaux. Il y avait une ambiance extraordinaire. On était exactement à cette époque de l'année, entre les huitièmes et les quarts de finale, et j'ai eu l'immense chance de pouvoir couvrir cet euro de l'intérieur, en quelque sorte, puisque je travaillais pour Bordeaux Métropole. J'ai écrit toute une série d'articles qui ont été diffusés sur le site de la Ligue d'Aquitaine, également sur le site de Bordeaux Métropole. Je ne savais absolument pas que j'en ferais un livre. Il s'avère que j'ai un ami qui est un imprimeur qui m'a proposé effectivement d'en faire un bouquin, et ce bouquin il est sorti au mois de mars. Alors je ne souhaitais pas en faire une affaire financière, je souhaitais que tout le monde puisse le consulter, donc il est consultable sur internet, et c'est vrai que sa particularité c'est de présenter non pas la compétition qui a été largement couverte à l'époque, mais plutôt les dessous de l'euro que finalement on connaît assez peu, et je peux dire sans risque de me vanter que je suis un des rares, pour ne pas dire le seul, à avoir présenté ces dessous de la compétition. Alors justement, à qui s'adressait ou s'adresse finalement cet ouvrage, sachant que ça ne parle pas vraiment, on ne s'attend pas, ne faut pas s'attendre à avoir du jargon sur le football, mais plutôt des anecdotes ou des choses des dessous effectivement. Donc ça s'adresse à qui? D'abord, je suis un passionné de ma ville, je suis un passionné de Bordeaux, je suis prof d'histoire géo comme vous l'avez dit juste en présentation, donc je voulais présenter la ville, la magnifique ville de Bordeaux que l'on connaît, classée au patrimoine mondial de l'humanité, vue au travers du prisme du football. Il y a deux manifestations qui résument très bien mon intention. Vous aviez le même week-end la fête du vin qui symbolise ô combien Bordeaux, et en même temps vous aviez un match qualificatif de l'équipe de France. C'est-à-dire que là on a dû avoir deux publics totalement différents, des amateurs de la ville, des amoureux de la ville, des amoureux du vin, et en même temps des fans de football qui se sont mélangés à cette occasion. Je crois que cette double manifestation résume bien ce que j'ai voulu faire. Ne pas parler du football en tant que tel, mais voir la ville différemment, la montrer sous un atour un petit peu étonnant. La ville de Bordeaux était bruissante de toutes parts, la ville de Bordeaux était animée comme elle ne l'a jamais été, elle a brassé les cultures, elle a brassé des gens qui venaient de tous les horizons. C'est ce qui m'a plu. C'était une écriture tout à fait instantanée, je n'étais pas du tout destiné à le faire. Une fois que je me suis lancé, que j'ai écrit le premier article, les 11 autres sont arrivés les 10 autres, il y en a 12 au total, sont arrivés assez naturellement. Et ensuite, je vous l'ai dit, c'est un petit peu les circonstances, les rencontres avec mon ami Pierre Picard, imprimeur de Copy Média, qui m'ont fait écrire cet ouvrage. D'accord. Est-ce qu'on peut, vous parliez d'écriture justement, c'est intéressant, est-ce qu'on peut savoir ce que ça vous apporte de plus, le fait d'écrire sur le sport, ou du moins sur les coulisses, par rapport au fait d'animer ou de... Qu'est-ce que ça apporte, l'écriture, de poser des mots sur un événement? Au départ, je ne suis pas quelqu'un qui écrit. Je parle depuis 40 ans, puisqu'effectivement, je suis un ancien animateur. J'ai commencé à travailler au Club Med dès 1981. Et j'étais guide touristique, donc la culture m'a intéressé au départ. Ensuite, par le biais des circonstances, à partir des années 80, j'ai fait de la télévision. J'ai travaillé avec Julien Courbet sur France 3 Aquitaine. À l'époque, ça s'appelait FR3. J'ai travaillé sur France Bleu Gironde avec Guy Suire. Donc j'étais quelqu'un qui parlait naturellement. L'écriture est arrivée
tard finalement. Disons qu'en gros, elle est arrivée il y a 5 ans seulement. Et j'ai commencé par écrire naturellement sur une thématique que je connaissais le mieux, le foot, pour ne point le citer. J'ai commencé à écrire des articles avec le club du FCE Mérignac-Arlac. J'ai tout simplement relaté les événements sportifs auxquels participait mon fils qui jouait dans le club des Écureuils d'Arlac de l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Et c'est par la suite, si vous voulez, que je me suis tourné vers la catégorie supérieure, vers les seniors de Mérignac-Arlac et vers les filles qui jouaient en D2. Et ensuite, l'appétit venant en mangeant, eh bien, je me suis tourné vers l'euro et je vous ai expliqué quelle a été ma démarche. Je suis surtout payé pour faire de l'histoire-géographie. Donc, il y a ce contact très étroit par le biais du sport qui me permet d'avoir, c'est vrai, une démarche un petit peu différente de celle des autres enseignants. Mais à l'arrivée, vous savez, je reste un enseignant finalement assez traditionnel qui fait ses programmes. Ma particularité, évidemment, c'est aussi d'avoir une autre facette que ce que n'ont pas tous les enseignants. Et d'avoir une facette publique surtout, c'est ça la particularité. D'accord, très bien. Je pense qu'on a fait... est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter sur le site où on peut aller voir le livre en ligne? Le site est très simple, c'est mon site perso tout simplement. Vous tapez Christophe Gamero sur Google, vous tombez sur le site perso et là vous avez sur la page d'accueil « On est entré dans l'euro ». Vous cliquez sur « On est entré dans l'euro ». Je vous l'ai dit, le livre est en libre consultation. Il y a des photos que j'ai prises aussi parce que ça c'est là quand même aussi la nouveauté. Je ne prenais absolument pas de photos il y a quelques années, je me suis mis à faire des photos et tous les clichés que vous avez dans le bouquin sont aussi des clichés personnels. On va pour l'instant passer à notre rubrique écriture en direct, création en direct, enfin elle change au gré des émissions. Donc c'est parti pour cette rubrique. Je vous propose, écrivez-nous l'exploit historique et ou sportif, réel ou imaginaire, auquel vous auriez aimé assister. Première proposition. Spontanément, bien sûr, et pratiquement sans hésitation, la première thématique est l'exploit historique auquel j'ai assisté. C'est évidemment la victoire de la France lors de la Coupe du Monde le 12 juillet 1998. Tout le monde s'en souvient, on a chanté, on a dansé, on était comme des fous dans les rues, peut-être vous-même Mélina, je ne sais pas. Ça c'est une chose que j'ai envie de raconter parce qu'il y a des souvenirs assez extraordinaires qui me reviennent en mémoire, et en plus on va fêter très bientôt cet anniversaire, puisque c'est dans quelques jours. Oui, alors voilà, on va réfléchir quelques instants à ce que je pourrais écrire à ce sujet, et on se retrouve dans quelques secondes. On va le laisser prendre la parole sur ses notes, et puis nous improviser autour de ce qu'il a écrit, et nous faire revivre le championnat. Cette journée mémorable. Voilà, on vous écoute. Alors, c'est assez proche finalement de ce que je fais tous les dimanches après un match, il faut improviser quelque chose très très rapidement. Alors voici ce que j'ai improvisé. Il faisait une journée radieuse ce 12 juillet 1998. Les Bleus de Zizou, de Deschamps, de Barthez devaient nous faire rêver, nous faire gagner la Coupe du Monde. J'étais à Bordeaux, place de la Victoire. Le café s'appelait Auguste. J'étais arrivé 2 heures avant. La salle était bondée. Il y avait une passion sans pareille comme je n'en ai jamais connue. 2 coups de tête de Zizou, une arabesque d'Emmanuel Petit. La France était au paradis. Et ils se mirent à chanter. Et 1, et 2, et 3, 0. On était champions du monde, les amis. Vous vous rendez compte, on était champions du monde. Après ça, on peut mourir tranquille, le plus tard possible, mais on peut mourir tranquille. Tout le monde se souvient de ces propos d'un journaliste qui est aujourd'hui décédé, Thierry Roland, pour ne point le citer. On s'est dirigé alors comme un seul homme vers la victoire, la bien nommée. La fête était partout, l'euphorie était réelle. La France était black, blond, beurre, unie, telle qu'on ne l'a jamais vue et certainement pas telle qu'elle est aujourd'hui. C'était la magie d'un instant qui a rassemblé tous les Français. Une magie inoubliable, une magie dont nous allons fêter l'anniversaire dans quelques jours. Merci beaucoup, c'est super, on a vraiment revécu là, dans l'espace de quelques secondes, on y était. Merci, c'était bien synthétisé. Là, donc, dernière rubrique de l'émission, dernière rubrique coup de cœur de l'année également, avec Christophe Gamero et son livre « On est entré dans l'euro ». Donc je le laisse feuilleter, puis il va nous raconter un petit peu le passage qu'il choisit, le contexte, et puis hop, il va le lire, comme ça vous donnera une idée. Alors, vous n'allez pas être surpris de ce passage puisque je reste quand même prof d'histoire-géo avant tout. J'avais été extrêmement choqué par des batailles de rue assez extraordinaires qui s'étaient déroulées à l'issue d'un match qui avait lieu à Marseille entre les supporters russes
et les supporters anglais. Et ça m'avait inspiré cette rubrique « Le football n'est pas la guerre ». Alors je vous en lis des extraits. Que dire encore d'Allemagne-Pologne de ce même jeudi 16 juin, le jour où les bacheliers généraux passeront l'épreuve d'histoire-géographie? Voilà deux pays qui se sont détestés pendant des lustres. Les troupes hitlériennes avaient envahi la Pologne dès 1939 et déclenché par là même la Seconde Guerre mondiale. La Pologne a été pendant 5 ans en proie à toutes les atrocités et au cœur de la Shoah. Au lendemain de la guerre, les frontières entre les deux pays ont été longtemps contestées et c'est le chancelier Willy Brandt, dans les années 70, qui les a validées. Les jeunes ont oublié tout cela aujourd'hui, et l'Allemagne d'Angela Merkel accueille aussi bien le plombier polonais que Robert Lewandowski, faisant le bonheur du Bayern. L'histoire du football a été trop souvent émaillée de violence dans les tragédies du Heysel en 1985 et de Sheffield en 1989 sont les plus représentatives. L'Angleterre elle-même s'est livrée à une guerre sans merci contre le hooliganisme dans les années 90. Il serait temps que les autorités russes de Vladimir Poutine fassent la même chose et qu'elles se souviennent qu'en 2018, c'est-à-dire l'an prochain, elles accueilleront la Coupe du Monde. Non, le football n'est pas la guerre. Le stratège prussien Clausewitz disait au XVIIIe siècle « La guerre, c'est faire de la politique par d'autres moyens. Nous détournerons ces propos et préciserons ce qui nous concerne, que le football, c'est faire la paix par d'autres moyens. » Il n'y a plus que des versions numériques du livre disponibles. Il n'y a jamais eu que des versions. Alors, il y a eu une version numérique pour tous et il y a eu effectivement 200 ouvrages qui ont été faits par Pierre Picard, que j'ai donnés, j'insiste bien, je ne les ai pas vendus. J'ai tiré aucun profit de cet ouvrage et on peut le consulter donc gracieusement. Ceux qui pourraient être intéressés, ceux qui ont été attirés par les quelques lectures pourraient retrouver tout cela sur le net, gracieusement bien sûr. Donc j'appelle juste Gameiro, G-A-M-E-I-R-O, c'est ça Christophe? Oui, mais les amateurs de foot connaissent bien parce que c'est un international français. En même temps, il n'y a peut-être pas que des amateurs de foot qui nous écoutent, il y a peut-être des gens qui ont envie de vous lire, de te lire sans connaître forcément. Est-ce que tu avais peut-être une autre référence à nous un livre à recommander qui est actuellement dans toutes les bonnes librairies, chez Mola en particulier. C'est un pote qui l'a écrit, il s'agit d'Éric Becquet, donc je vais lui rendre hommage. Éric Becquet, c'est un passionné de foot comme je le suis, qui a été président du BEC, ancien joueur, j'ai joué avec lui il n'y a pas si longtemps. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle Le 9 Bordelais était chargé, 221 pages sur le milieu du foot. Alors, je vous raconte un petit peu l'histoire. Il s'agit d'un joueur d'origine africaine, Michael Ademoa, qui est victime d'une fracture et qui meurt de façon totalement inexpliquée à l'hôpital. Je ne vous en dirai pas plus. Il y a une journaliste qui va enquêter là-dessus qui s'appelle Mélissa Marchand. Et le contexte, c'est aussi le contexte d'un match qui est souvent un match à haute teneur émotionnelle à Bordeaux. Il s'agit de Bordeaux-Marseille. 221 pages. Éric Becquet, collection du Noir au Sud, éditeur Kern. C'est en vente chez Mola et ailleurs. Voilà, si vous aimez le foot et si vous aimez les polars, eh ben retenez bien ce titre. Le 9 Bordelais était chargé à lire absolument cet été. Merci beaucoup Christophe pour ces petites références culturelles pour l'été, pourquoi pas. RIG 90.7. Partout en Gironde, RIG 90.7. HBICJHBQDONMLQIIHGHFEDC